Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Un débat est ouvert au sein de la France Insoumise depuis le résultat des élections européennes. Un peu plus de 6% pour la liste emmenée par Manon Aubry. Ce débat, il est alimenté notamment par la députée La France Insoumise, comme vous Clémentine Autain, qui était ce matin l'invitée de nos confrères d'RTL. On l'écoute. Une des difficultés que nous avons, c'est précisément aussi qu'il n'y a pas dans la France Insoumise aujourd'hui les instances qui permettent d'avoir réellement ce débat. Donc moi je plaide pour que il y ait ces lieux. Vous aviez de déjà débat. demandé ça? Oui, il y a un an, et d'ailleurs j'avais été accueillie vertement. Est-ce qu'on peut débattre aujourd'hui au sein de la France Insoumise de la ligne politique ? Oui, la preuve, c'est sans doute l'organisation politique dans laquelle il y a le plus de débats qui est public. Actuellement, c'est dans la presse, c'est partout. C'est la preuve que ça débat. À l'extérieur. Mais je veux dire, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure, parce que je ne sais pas ce qui se passe chez les autres, d'ailleurs, qui ont subi de lourdes défaites. Mais chez nous, tout le monde est au courant. Mais tant mieux, on débat. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé chez les Républicains, par exemple? Oui, non, mais d'accord, mais enfin, par exemple, oui, d'ailleurs. Ouais. Il est parti, mais comment dire, il y a aussi un champ dans lequel je me sens peut-être plus proche, on va dire, qui a subi de lourdes défaites, dans lequel je n'ai pas vu de grands débats. Mais c'est pas le sujet, franchement. Ce que je veux dire, c'est que interne au sein de la France Insoumise, on peut débattre, discuter, voter. On n'a pas d'instance, dit ce matin. Alors, il y a plusieurs instances. Il y en a plusieurs. Peut-être qu'elles sont pas pertinentes. Peut-être qu'il faut les améliorer. Peut-être qu'il faut tout changer. Nous sommes effectivement un mouvement original qui ne voulait pas reproduire la forme parti. Ça veut dire souvent cette tendance pour les organisations à faire des congrès, des débats, des tendances qui paralysaient beaucoup d'organisations. On est né comme ça il y a 3 ans. Ça a eu des vertus. Mais pourquoi Par risque de paralyser, vous dites, Alexis Corbière. Parce que, je veux dire, on peut interroger quand même pour ceux qui ont milité dans des organisations dites de gauche sur le fait que des partis, notamment d'une certaine gauche, passaient beaucoup de temps à débattre en interne, à s'affronter en interne et ne pas se tourner vers l'extérieur. Nous, on a fait un mouvement qui se basait sur l'action, avec des groupes d'action très autonomes, etc. Peut-être qu'on touche là des limites. On peut en discuter. Je demande à ce que les amis qui ouvrent ce débat nous disent qu'est-ce qu'on fait, comment on le met en place. Il y a des propositions qui sont faites, il y avait des propositions qui étaient prévues, mais que tranquillement on dise qu'est-ce que c'est qu'on fait, y compris Clémentine Autain qui est une amie, j'entends bien, mais quel modèle politique, par exemple, Clémentine propose, et c'est intéressant qu'on en discute. Si le modèle c'est reproduire ce qu'on a déjà vu, des organisations très centralisées, très marquées par le début du XXe siècle, avec une direction politique élue en congrès, et qu'on va refaire des grands jeux de tendance qui vont nous paralyser, je suis pas convaincu de la pertinence de ça. Mais surtout, j'aimerais terminer sur une chose. Moi, j'aimerais qu'on débatte sur le fond. Parce que je ne crois pas, même s'il faut s'améliorer, que le score que nous faisons vient de nos débats, on va parler du fond, des difficultés peut-être que nous avons à débattre. Alexis Corbière, mais si tout va bien, pourquoi Clémentine Autain j'ai pas dit que tout allait bien. Se trouve obligée à plusieurs reprises d'exprimer manifestement son malaise et la difficulté de débattre publiquement? Mais elle a le droit de s'exprimer. De quoi vous parlez? Enfin, moi, je veux dire, Clémentine, elle parle librement, et moi, je lui réponds aujourd'hui dans la presse, et j'invite chacun à donner son opinion. Pourquoi mettre ce climat immédiatement comme s'il y avait un problème? Elle a le droit de s'exprimer, je le répète, et c'est très bien. Et aujourd'hui, j'invite chacun, peut-être, s'ils le font pas, à lire Libération. Moi, je m'exprime dedans, sur 2 pages. Je donne une opinion sur le fond. Et c'est bien, c'est utile. Comment dirais-je? Je vous en veux pas, mais essayons d'éviter. Il y a une gourmandise. Le moindre document interne. Quand il y a des camarades et des amis qui s'expriment, ça donne l'impression qu'il y a un grand problème, que c'est révélé. On n'a même pas le temps d'en discuter. Que vous déjà, avez 25 minutes pour le faire ce matin, Alexis Corbière. Merci. Justement, évoquons cette note interne que vous venez à laquelle vous venez de faire allusion. Alexis Corbière, une note interne signée par une quarantaine de cadres importants du mouvement. Des propositions d'organisation. Voilà. Justement, il y a des propositions d'organisation qui doivent vous permettre ensuite de débattre du fond, comme vous le souhaitez. Ces propositions d'organisation, cette note, elle vise donc à repenser le fonctionnement de la France Insoumise. Par exemple, de pouvoir soumettre des textes au vote de l'Assemblée pour pouvoir trancher la ligne politique. En quelque sorte, des motions pour décider la ligne politique de la France Insoumise. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ce sera le cas, par exemple, lors de la prochaine Assemblée de la France Insoumise qui est prévue, je crois, le 23 juin? C'est des choses intéressantes. Moi, ce que je pense, je suis pas au cœur de l'organisation. Je pense qu'à l'occasion de l'Assemblée représentative, non mais sérieusement, il y a un comité d'animation, ça peut sembler. Mais vous avez une opinion, soumettre des motions au vote. Pourquoi pas à l'avenir? Je sais pas si là directement, comme c'est dans 10 jours, on va pas non plus amuser les gens et faire croire des choses qui ne pourraient pas être mises en place. C'est trop court l'Assemblée représentative qui vient pour mettre en place ce que vous dites. Mais pourquoi pas à cette occasion que véritablement des propositions soient faites pour qu'il y ait un débat qui ait lieu? Il n'y a pas de problème. Moi, je porte une ligne aujourd'hui dans la France Insoumise. J'invite chacun une fois de plus à lire la double page que je fais. Moi, je tire une analyse du résultat. Je pense que nous devons avoir pour ligne de crête le combat plus que jamais pour la démocratie, pour de nouvelles institutions. D'autres amis pensent qu'il faut aujourd'hui être plutôt sur une orientation qui consiste à dire il faut rassembler les gens qui se disent de gauche, etc. Ça, c'est un débat politique. Pour vous, la gauche, c'est fini, Alexis Corbière. C'est fini. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi vous voulez vous poser comme tel? Ce que je pense, c'est que Renaud Dely, je vous ai lu, vous avez fait beaucoup d'ouvrages, vous aimez l'histoire. Le mot de gauche est un mot historiquement
qui est marqué notamment par le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je suis lecteur comme vous de Jaurès, lecteur de Léon Blum. Jaurès ne parle quasiment jamais du mot gauche, il ne se réclame pas comme un homme de gauche, et Léon Blum doit utiliser très peu, voire quasiment pas non plus ce vocabulaire. Le Front populaire, par exemple, en 1936, n'utilise pas le mot de gauche, d'accord ? Non. Le cartel des gauches en 1924, qui existe, et rassemble toute une série de formations, non mais que ceux qui nous écoutent tout de suite, qui notamment... François Mitterrand, qui est une des références essentielles de Jean-Luc Mélenchon, qui le cite assez souvent, François Mitterrand, il s'est revendiqué vraiment du mot gauche. À partir des années 60-70, effectivement, le mot de gauche vient. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se réclamer de cette histoire, écoutez-moi, de cette longue histoire, du combat pour l'émancipation, du socialisme, etc., sans nécessairement considérer que la dualité qui naît à partir des années 60-70 sur droite-gauche résume tout. On peut peut-être imaginer qu'en raison notamment de l'exercice du pouvoir de ceux qui se réclamaient de la gauche, il y a des mots usés pour continuer le combat. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, fondamentalement, ça existe encore pour des gens, le clivage droite-gauche en France, mais il y a aussi des gens pour lesquels ça n'existe plus. Il y a des gens qui, de mon point de vue, sont des gens tout à fait d'accord avec le mot de gauche, mais si tu leur dis gauche, eux, ils pensent à François Hollande, au PS, donc et à des expériences malheureuses. Le mot gauche est un mot usé, pour reprendre votre expression. Pour beaucoup de gens. Donc, pour vous comment on fait? Mais pour moi, oui, aussi. Donc, comment on fait pour ne pas créer des mots obstacles, mais des mots de rassemblement? Moi, je pense que il faut aujourd'hui bâtir une stratégie qui notamment considère que le problème que nous avons en France, en raison des institutions, c'est que le peuple est tenu à distance de l'essentiel des décisions. C'est que la Ve République infantilise le citoyen. Elle concentre, comme jamais aucun autre régime dans le monde, des pouvoirs sur le président de la République. Nos institutions permettent à un pouvoir de gouverner, même s'il est minoritaire. Tout le monde considère qu'Emmanuel Macron a gagné les élections européennes, mais je rappelle juste, même s'il fait un score important, que ça fait 10% des électeurs inscrits. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'alliés, 10% des électeurs inscrits, 20% des exprimés, mais il va continuer à gouverner. D'accord ? Notre Ve République, en raison notamment de la présence de l'extrême droite, fait qu'un homme, Emmanuel Macron, qui fait 24% des voix au premier tour, 18% des inscrits, gagne par rejet de l'extrême droite. Bon, très bien. Et je l'applique aussi à moi-même pour que ce soit clair. Parce que parfois on me le reproche. Je suis élu d'une circonscription, notamment en Seine-Saint-Denis, je fais 60% des voix au second tour. En vérité, je ne représente que 20% des électeurs inscrits. 80% des gens n'ont pas voté pour moi. Mais le système fonctionne, c'est pas grave. On s'interroge pas pourquoi les gens n'ont pas voté. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je propose de créer notamment le clivage autour de ceux qui veulent maintenir ces institutions et ceux qui veulent des nouveaux droits démocratiques. Et où sont vos alliés alors ? Pardon ? Notamment les gens de gauche. Qu'est-ce que c'est la gauche si c'est le combat pour la souveraineté ? La gauche, elle naît notamment dans le débat de la Révolution française pour dire est-ce que le roi doit garder le droit de veto ou est-ce que c'est le peuple souverain ? Être de gauche, c'est être favorable à la souveraineté du peuple. Sinon, on n'est pas de gauche, sinon ça n'a pas de sens. Donc ma stratégie, elle permet de regrouper les gens de gauche, et il y en a, moi je suis un homme de gauche, c'est pas le sujet, mais elle permet d'élargir aussi à des gens qui ne se latéralisent plus comme ça, parce qu'ils comprennent même pas ce que veut dire le mot, ou du moins ils le trouvent suspect, voire même des gens, par ailleurs, qui sont des dégoûtés de la vie civique, qui trouvent que tout ça c'est pourri, mais qui disent, si vous nous proposez notamment de mener le combat, pas pour vous faire élire vous à la place des autres, mais pour un autre fonctionnement, avec le droit de révoquer les élus, avec la prise en compte du vote blanc, avec de nouvelles institutions plus démocratiques, peut-être qu'ils viendront avec nous. Je vais être concret, les élections municipales... Très rapidement. Non mais, mais c'est ça le débat politique, c'est le fond. Parce que soit, moi ma méthode, elle permet, et c'est la méthode qu'on a mis en place à l'occasion de l'élection présidentielle. La force de Mélenchon, c'est pas le charisme, le verbe, le grand orateur, je sais pas quoi. C'est la proposition de 6e République. C'est l'idée qu'il disait qu'il allait être le dernier président de la République. Sinon on prend les gens pour des imbéciles. Les gens n'ont pas été fascinés par un joueur de flûte. Il a dit des choses. Et je veux qu'on parle de ça avec mes amis. On poursuit dans une minute avec vous, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de France Info ce matin, juste après l'info, 8h41, David Daubas. C'était un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. L'Assemblée nationale vote un assouplissement des 80 km/h sur certaines routes secondaires. La responsabilité incombe désormais aux départements et aux mairies. La façade atlantique dans un premier temps, puis le sud de la Bretagne, la région parisienne et la Normandie. La tempête Miguel arrive sur la France. 8 départements sont en vigilance orange ce matin. Des vents de 110 à 120 km/h attendus. Procès hors norme aujourd'hui en Allemagne. 2 islamistes radicaux comparaissent pour avoir planifié un attentat à la bombe biologique. Le couple avait prêté allégeance au groupe État islamique. De la ricine, c'est une substance qui est 6000 fois plus puissante que le cyanure, avait été retrouvée dans leur appartement. Et puis cette petite révolution dans le domaine de la recherche d'emploi, puisque Google doit annoncer aujourd'hui le lancement d'un service qui permettra de trouver plus facilement les offres mises en ligne. Service gratuit qui existe d'ailleurs depuis 2 ans aux États-Unis et qui vient d'être lancé en Allemagne et en Grande-Bretagne. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, notre invité ce matin sur France Info. Renaud Dely. Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il allait prendre la parole après le 6 juin. Nous sommes le 7. Qu'est-ce qu'il va dire ? Franchement, je sais pas.
Non, mais je veux dire, j'ai discuté avec lui. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Oui, justement, c'est pourquoi moi je m'exprime aujourd'hui, je l'ai dit même, j'évoquais ce que je donne dans la presse aujourd'hui. Je pense que Jean-Luc, justement, il aimerait, pour avoir un peu de chance, réfléchir, évidemment. Je pense qu'il comprend bien, il le sait, il l'a dit, que le résultat n'est pas ce qui était attendu. Après, les conclusions qu'il en tire, moi j'ai beaucoup discuté avec lui, il y a des pistes, etc. Voilà, Vous lui conseillez quoi? De prendre du recul? Non, mais je veux dire, franchement, que lui déjà, il fasse le point et qu'il avance sur c'est quoi dans le débat politique justement que nous venons d'avoir, les pistes sur lesquelles il pense qu'on peut avancer, que tout ça soit soumis d'ailleurs à discussion. Moi, je pense pas que l'analyse un peu feignante qui consiste à dire le problème c'est Mélenchon, il faut sortir la France insoumise du moment Mélenchon, etc. Franchement, c'est une illusion qui est un peu courte de mon point de vue. Il faut par contre une fois de plus réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait à l'avenir, à partir de qui est le mieux placé, si je puis dire, pour le faire. Jean-Luc a été quand même une locomotive de notre mouvement, c'est lui qui l'a porté. Ne soyons pas à peur, c'était il y a pas si longtemps, en 2017. Mais si on vous écoute bien, il s'interroge aujourd'hui sur le rôle qu'il peut jouer, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, il se pose des questions, il a le droit. Je veux dire, il a le droit. Il regarde en plus ce qui se passe, il souhaite que le débat puisse avoir lieu tranquillement. Moi, je vais dire une chose. Il y a la tentation d'envoyer tout balader. Mais ça, vous lui demanderez. Non, mais je veux dire, ce serait pas correct de ma part, dans la mesure où j'ai beaucoup discuté avec lui, il réfléchit, que je fasse un peu une espèce de truc où je révèle des éléments de sa réflexion. Franchement, je veux dire, un peu de respect, y compris vis-à-vis de lui. Moi, je veux dire une chose, par contre, moi, j'appelle, du moins, à ce qu'il y ait le débat de la manière la plus fraternelle, qui soit tranquille, apaisé. Franchement, moi, je suis un homme de passion, je reproche à personne de mettre de la passion dans le débat, mais il faut respecter tout le monde. Vous évoquiez notamment le personnage de Clémentine Autain, qui est une amie. Moi, et Clémentine le sait, je discute sur le fond, en la respectant, tout à fait, et ne donnons pas une impression qu'il y a une confrontation, un fracas. Il faut respecter Jean-Luc Mélenchon, ce que vous voulez dire, dans ce débat? Oui, par exemple, oui, sa aussi. Sa personne est sacrée, un peu, chez les Insoumis? Ouais, bravo pour le jeu de mots. Non, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'en faire l'unique responsable et d'avoir une facilité qui consiste à dire, comme le disent certains éditorialistes, il faut qu'il s'en aille, on sait pas pourquoi, pour faire quoi à la place, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? On est dans un moment où il est vrai que le résultat du 26 mai n'est pas à la hauteur de ce que nous souhaitions. Enfin, ceci dit, on fait quand même élire des gens, pour la première fois on se présentait. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient aimé avoir ce résultat, et qu'on n'entend plus, ou du moins qui ne sont pas la cible de toutes ces critiques. Et puis, comme Jean-Luc, comme moi, comme nous tous, on a l'ambition de faire un mouvement qui a vocation à prendre le pouvoir, on s'interroge de comment on reprend la main, si je puis dire, dans ce moment. Et je le répète, regardons ce qui se passe. Il y a un paysage politique totalement fracassé, que je considère comme fragile, qui impose une certaine stratégie pour entrer dans ce débat, qui nous propose une dualité particulière, mondialiste, progressiste. Comment on rentre dans ce débat? C'est pourquoi, je l'ai dit un peu à la serre tout à l'heure, moi je propose justement d'avoir une autre manière de latéraliser la vie politique autour de la question du droit démocratique ou maintien de ces institutions qui tiennent le peuple à distance. C'est une proposition stratégique, on peut discuter d'autres choses. Pour en finir sur ce sujet-là, Alexis Corbière, ça veut dire que, et c'est légitime, Jean-Luc Mélenchon n'est pas aujourd'hui automatiquement le candidat de la France insoumise en 2022. Mais il l'a jamais été, il le sera jamais, ça marche pas comme ça, un mouvement, on n'est pas un fan club, c'est pas ça le sujet. On n'est pas des enfants qui attendons que papa vienne parler ou je sais pas quoi. Non mais ça n'a jamais été le cas. C'est pas ça le sujet. Mais je demande tout le monde à s'interroger. Pourquoi? Parce qu'on vient de loin. Vous parlez tout à l'heure de gauche. Moi, je viens de toute cette histoire de la gauche radicale, de tout ça. On a réussi en 2017 à faire un mouvement qui rassemblait différentes familles et qui nous apportait à près de 20%. C'est pas mal. On l'a fait avec ce fonctionnement actuel. Aujourd'hui, des amis disent, il faut s'interroger sur la suite. Peut-être qu'il faut se organiser différemment. Pourquoi pas? Mais on n'est pas obligé immédiatement d'utiliser Jean-Luc Mélenchon comme le paratonnerre de tous les reproches. Même si évidemment, comme tout le monde, il porte sur son dos une certaine responsabilité. Mais mes amis, à ceux qui m'écoutent, bien sûr, on va se réorganiser, mais discutons du fond. Et c'est pas simple, la situation. On peut aussi avoir la modestie de dire, personne n'a la vérité révélée. Je vous invite, moi, à lire ce que je propose aujourd'hui. Le journaliste de Libé me dit, est-ce que vous acceptez le mot populiste? Ça fait le titre. Le populisme n'est pas un contenu, c'est une stratégie politique, c'est pas une manière de s'exprimer, c'est pas un programme, mais pourquoi pas cette latéralisation de la vie politique que je viens d'évoquer, mais que mes amis aussi disent qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir, et qu'à partir de là, on puisse décider. Alexis Corbière, vous êtes sensible à la bonne santé des industries françaises. Le groupe Fiat Chrysler a fait une proposition de fusion au groupe Renault avant de la retirer. Le gouvernement français voulait prendre le temps de consulter notamment le partenaire de Renault qui est Nissan. Gérald Darmanin, le ministre chargé de l'action et des comptes publics, était notre invité hier matin. Bruno Le Maire l'a très bien dit encore une fois, il faut protéger les emplois industriels français. Si on ne l'avait pas fait, et que dans quelques mois, vous seriez tous aperçus qu'il y avait des restructurations et des emplois en moins en France, vous auriez dit vous n'avez pas protégé les intérêts des Français et des emplois français. Voilà, la France, elle défend les intérêts français. Est-ce que le gouvernement a bien réagi dans cette affaire ou bien est-ce que c'est une erreur? Fallait laisser du temps pour que cette fusion se fasse?
Alors, je suis pas assez fin connaisseur des choses. Moi, tel que le présente Gérald Darmanin, je suis d'accord. C'est-à-dire, là, d'abord, la priorité, c'est d'éviter que des fusions soient faites avec potentiellement la possibilité que nos sites industriels s'en aillent. Par exemple, durant la campagne près du Mans, il y a une usine, la seule usine de papeterie, de papier recyclé Arjowiggins, qui est en train, elle aussi, d'être rachetée et qui va potentiellement partir. Alors, c'est pas une grande entreprise comme Renault, mais c'est quand même 700 emplois. Et s'ils m'écoutent, je les soutiens, on va les recevoir à l'Assemblée. Et là, je pense que le gouvernement devrait nationaliser, pourquoi pas ce lieu. Je veux dire, on a quand même envie de faire du papier recyclé encore en France et pas l'acheter à l'étranger. Bref, il y a des tas d'exemples comme ça sur lesquels la puissance publique ne doit pas être nonchalante et plutôt interventionniste, c'est du moins ce que je propose, pour ne pas laisser partir nos emplois. Je veux dire, le point de départ de nos problèmes vient du fait que beaucoup de nos concitoyens considèrent que, quels que soient les gouvernements qui sont là, ils laissent faire et les emplois s'en vont et ça crée une situation terrible. Quand le gouvernement freine la fusion Fiat Chrysler Renault au nom de la défense de l'emploi en France, vous soutenez le gouvernement? Plutôt, oui, évidemment. Moi, je suis pour un protectionnisme solidaire, vous l'avez suivi. Je suis pour une intervention politique quand il le faut. Je suis pour que la puissance publique régule les choses et qu'elle laisse pas, une fois de plus, des sites industriels, des activités économiques partir à l'étranger uniquement pour des raisons de rentabilité. Même si cette fusion aurait pu donner naissance au 3e constructeur automobile mondial. Et si le 3e constructeur automobile mondial, comme vous dites, il doit sa force au fait que les principaux sites de production sont délocalisés dans des pays où les salariés sont payés moins cher, ont moins le droit de syndiquer, etc. Je n'en veux pas. Je suis pour en plus relocaliser, comment dirais-je, l'économie, notamment sur le territoire national. Il faut quand même voir de quelle manière notre pays a été désindustrialisé ces dernières années. C'est un problème de fond. L'échec de cette fusion vient après celui d'Alstom Siemens il y a quelques mois. Est-ce que l'Europe et la France ne sont pas parfois un peu naïfs dans un contexte de guerre commerciale notamment avec les États-Unis ou la Chine, dans leur incapacité à donner naissance à des mastodontes industriels qui pourraient résister à cette guerre commerciale? Vous dites c'est mieux d'être tout seul et petit. Mais pas du tout. C'est pas le sujet. On a fait des grandes réussites avec des partenariats. On évoque souvent. Mais on n'y arrive plus aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais parce que souvent aussi, ce qui est présenté comme on va faire un grand groupe, c'est le fait que vous avez des groupes étrangers qui viennent piquer nos brevets, racheter ce qu'il y a d'essentiel et qui assez rapidement débranchent l'activité pour partir ailleurs. C'est que souvent il y a peu de garanties dans ce qui est fait. Et aussi de notre part, comment dirais-je, on baisse les bras devant le fait que nous tenons à avoir sur des questions stratégiques, notamment. C'est un peu le cas à Alstom ou à Belfort, qui sont des questions stratégiques. Il faut qu'on garde une industrie, la capacité notamment de pouvoir produire sur le territoire national des choses qui nous serviraient. On a beaucoup parlé d'écologie, mais si on est convaincu de l'écologie, de la transition écologique, par exemple du fait qu'il faut, nous, on avait porté ça pendant la campagne présidentielle, profiter de l'énergie maritime pour éventuellement être une alternative à la production d'écologie. Il faut les fabriquer, ces turbines. Si on croit au fait que il faut relocaliser l'économie, il faut qu'en France on garde la possibilité de les fabriquer. Et trop souvent là-dessus, on a laissé partir les choses au nom de promesses avec des groupes privés qui évidemment venaient surtout pour faire du profit. On va parler d'écologie, de votre projet en la matière. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, juste après l'info, 9h-10, David Doba. France-Corée du Sud, c'est évidemment l'événement ce soir pour tous les fans de foot, début de la Coupe du Monde féminine. Le coup d'envoi, c'est à 21h depuis le Parc des Princes. 54% des Français estiment que les Républicains risquent de disparaître. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Xavier Bertrand, François Baroin et Nicolas Sarkozy sont perçus comme les personnalités les plus à même de diriger le parti. L'Assemblée poursuit l'examen du projet de loi mobilité. Les députés ont voté cette nuit l'assouplissement par les départements et les mairies des 80 km/h sur certaines routes secondaires. Le quart des pesticides utilisés aux États-Unis interdits en Europe. Résultat d'une étude publiée dans la revue Environmental Earth sur 374 principes actifs autorisés outre-Atlantique. 72 sont interdits dans l'Union européenne, principalement des herbicides, des insecticides et des fongicides. Et puis place aux demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros. En tout cas, évidemment, si la tempête Miguel le permet. Dans le tableau féminin, Ashley Barty est opposée à Amanda Anisimova. Johanna Konta affronte pour sa part la Tchèque Markéta Vondrousova. Mais le match de la journée se jouera entre Rafael Nadal et Roger Federer. 39e confrontation entre les deux joueurs. On n'oublie pas également Novak Djokovic contre Dominic Thiem. Le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, notre invité ce matin, Renaud Dely. Vous rappeliez, Alexis Corbière, que la France Insoumise avait de grandes ambitions depuis déjà plusieurs années en matière de transition écologique, que vous en aviez fait un axe de votre programme. Et pourtant, aux élections européennes, on a vu que les électeurs ont préféré en quelque sorte l'original à la copie en votant pour les Verts. Pourquoi est-ce que votre mutation, en tout cas, ne s'est pas avérée profitable sur le plan électoral? Pourquoi est-ce que les électeurs écologistes ne vous ont pas suivi? Déjà, on ne porte pas des idées uniquement
pour des raisons, parce qu'on veut un retour de cash électoral, si pour je puis convaincre, quand même. Oui, j'entends bien. Mais je veux dire, non, mais déjà, si nous sommes écologistes, c'était pas pour faire les poches à je ne sais trop qui. C'est qu'aujourd'hui, y compris quand, comme moi, on considère que on est critique vis-à-vis de ce système économique, on voit bien que non seulement il épuise les hommes, mais il épuise aussi la planète. Donc, j'ai envie de dire que cela, c'est intéressant parce que être écologiste, ça permet de se poser des questions sur notre propre modèle de production et la manière, justement, dont peut-être des gouvernements l'imposent contre la volonté des peuples. Vous voyez, démocratie. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas fait les poches, comme vous dites, mais comme vous voyez que Yannick Jadot a lui réussi un bon score, ça vous satisfait de voir que finalement cette poussée écologiste, elle se traduit aussi par un vote Jadot? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les victoires intellectuelles annoncent les victoires électorales, ou du moins il faut mener des batailles idéologiques. La bataille idéologique, il faut la mener. C'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça. Après, je pense... Là, vous évoquez Yannick Jadot, mais même de la part du gouvernement, qui se voulait très écologique. Je pense qu'il y a de l'esbrouf et de l'escroquerie écologique de la part de certaines personnes qui s'en réclament. De la part de Yannick Jadot? Non, non, mais là, on parle de mouvements qui a porté ça. Le problème de Yannick Jadot, je pense que c'est leur projet après est faible sur des questions sociales, et y compris pour capter une partie d'un électorat macroniste déçu. Il a fait une campagne qui, selon moi, était un peu macrono-compatible. On verra la suite, y compris ce qui se passe au niveau européen, si le groupe écologiste et notamment les Verts français, comment il se positionne sur des possibles alliances avec les amis d'Emmanuel Macron. Vous pourriez travailler avec les écologistes, avec sur des questions ponctuelles, sur des questions ponctuelles, il le faut. Je veux dire, on le fait déjà. En plus, c'est le sujet n'est pas là. Mais comment dirais-je? Moi, je pense que pendant la campagne européenne, effectivement, parmi les erreurs que nous avons fait, c'est que nous n'avons pas suffisamment fait vivre notre identité claire politique. Qu'est-ce que nous disions clairement? On n'est pas revenu là-dessus. Vous m'avez pas posé la question. Et je renvoie encore à cette interview de Libération parce que j'essaye quand même de ramener les choses. C'est qu'on a dit beaucoup de choses. Beaucoup de sujets, mais peut-être que finalement, on n'a pas assez hiérarchisé ce que nous disions. Vous avez surtout dit que vous vouliez faire de ce scrutin un référendum anti-Macron. Cette dimension-là. Est-ce que vous avez été trop anti-macroniste? Non, mais il faut l'être. Mais il faut malgré tout, dans cette élection... Modérément. Non, mais il faut l'être à la hauteur de ce qu'il faut. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec Macron, je vais pas le cacher. C'est pas le sujet. Maintenant, il faut comprendre comment l'élection, elle fonctionnait. Y compris comment la mise en scène et la stratégie. On a l'impression parfois, quand on nous interroge, qu'en face, il n'y avait pas de stratégie. Le gouvernement, Emmanuel Macron, qui pour le coup est apparu comme un fin stratège, a mis en place une stratégie populiste. Comprenez-le bien, ce que je disais tout à l'heure, d'une dualité de la scène politique. En gros, Madame Le Pen, lui, choisis ton camp. Entre les deux, il y a rien. D'accord? C'est, bon, à partir de là, la ligne que nous avions proposé de sanctionner Emmanuel Macron apparaissait dans le fracas du débat en potentialité d'être capté par une force qui était une force nationaliste. C'est ce qui s'est produit. Oui, mais beaucoup des notes, pour le coup, ne sont pas allés voter. Le problème que nous avons eu, nous, comme France Insoumise, c'est que 55% de nos électeurs ne sont pas venus voter. On n'a pas considéré que nous étions l'outil pour sanctionner Emmanuel Macron, pour toute une série de raisons. Deuxièmement, nous avons dit beaucoup de choses, et peut-être que par moments, les gens avaient du mal à entendre ce qui était le plus important. Et de quelle manière, par ailleurs, nous divisions, nous aussi, la scène politique en disant, soit d'un côté, vous avez telle position, soit telle autre, notamment la question de la souveraineté. Peut-être qu'on n'a pas assez fait entendre le fait que notre stratégie de plan B, et pour montrer que nous n'étions pas pour accepter dans n'importe quelles conditions les conséquences des traités européens. Bref, voilà, il y a une accumulation de sujets, vous voyez. Et pour le coup, notre combat écologique a peut-être été remercié, félicité, et puis les gens se sont dit, il y a une force politique, il y a une antériorité sur ce sujet. Mais, je veux dire, même le score des écologistes, attention, hein, il est fragile. 13,5. Hein, oui, il est fragile. Je veux dire, vous savez, ils sont déjà montés plus haut, et ce qui caractérise la scène politique, c'est cette grande fragilité. Et je veux dire, on évoquait tout à l'heure les années 70 avec des partis qui peuvent dire je représente ça. Nous-mêmes, on vient de le vivre d'une certaine façon. Donc il y a des cœurs à capter. Il y a d'abord et avant tout des millions de gens qui cherchent une solution et qui surtout sanctionnent. On ne l'évoque pas, pardon d'être long, mais le fait que les deux grands partis qui, durant la Ve République, ont dirigé le pays, la droite et le Parti socialiste, sont en charpie. Donc c'est quand même un élément de fort. Je voudrais parler avec vous de la situation dans les urgences, bien Alexis sûr. Corbière. Plusieurs services poursuivent ce mouvement qui a nécessité sur-réquisition du préfet, réquisition du personnel hospitalier dans plusieurs régions, notamment ici dans le Jura. Témoignage de Marie qui est infirmière à Lons-le-Saunier. Il y avait les gendarmes, les gyros. On n'est pas des criminels. En plus, on aime notre travail, tout. On ne fait pas ça dans des conditions pareilles si on l'aimait pas. Faut-il réquisitionner le personnel, Alexis Corbière ? C'est une remise en cause du droit de grève. C'est-à-dire que fondamentalement, et avec le sourire, il y a quand même, vous-même vous l'avez subi, les journalistes, des journalistes qui sont convoqués par la justice. Vous avez une utilisation, me semble-t-il. La santé des patients est aussi en jeu. Non, mais d'accord. Mais pour quelle raison les gens sont mobilisés ? Parce que l'hôpital public est en situation de grande tension, de dégradation des conditions de travail. L'accueil des patients est dégradé, est indigne. Les gens qui se mettent en grève sont des gens qui ne le font pas particulièrement pour eux, mais pour que on puisse avoir un hôpital de qualité. Il faut répondre à ça. De quoi parlons-nous ? Du fait que les gens
disent mais nous on manque de personnel, il y a eu des suppressions de personnel, les hôpitaux manquent de moyens. Vous pensez que c'est les gendarmes et la police qui est la réponse? Non mais c'est un problème de fond. Moi je veux défendre l'hôpital. Écoutez, on a fait le calcul, le CICE, vous savez, c'est cette idée qu'il faut baisser les cotisations pour les entreprises. Ça pourrait créer, le chiffre il vaut ce qu'il vaut, mais 650 000 infirmières dans les hôpitaux ou 100 000 médecins, d'accord? Donc il y a des choix politiques qui ont été faits de faire des réductions, notamment dans l'hôpital public. Les personnels n'en peuvent plus, les cas de burn-out n'ont jamais été aussi importants. Tous les gens qui prennent la parole quand vous leur donnez la parole, et je vous en remercie, sont des gens attachés à leur métier, qui l'ont pas fait pour rien, ils sont pas venus travailler dans un hôpital pour rien, qui donnent leur vie, qui s'usent la santé pour les patients et d'une certaine haute idée du service public. Si la réponse est de dire fermez-la et on vous envoie la police, franchement c'est préoccupant. C'est préoccupant. Et vous voyez bien, il y a derrière ce projet libéral dur de la part du gouvernement une pratique autoritaire des choses qui est quand même préoccupante. Merci à vous, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de France